Bien, bonjour à toutes et à tous et merci de participer à ce webinaire consacré à l'aide aux aidants en Nouvelle-Aquitaine, porté donc par AG2R La Mondiale et par le Gérontopole Nouvelle-Aquitaine. Les constats ne sont plus à faire tant les chiffres sont éloquents. Selon l'adresse, en 2023, c'est 9,3 millions de Français qui déclarent apporter une aide régulière à un proche, hein, personne âgée et personne en situation de handicap. La gérontocroissance de la population, en particulier en Nouvelle-Aquitaine, et l'aspiration des personnes âgées à vivre le plus longtemps possible chez elles renforce toujours davantage le rôle et l'importance des proches aidants. Aujourd'hui, on a beaucoup de priorités en termes de politique publique, le maintien à domicile, la prise en charge de la dépendance ou encore la transition numérique qui reposent sur ces proches aidants et qui sont souvent la roue de secours d'un système global qui montre parfois quelques signes d'essoufflement et souvent au détriment de leur vie professionnelle, personnelle, de leur état de santé physique, psychologique et financière. Donc, face à cet enjeu majeur, de nombreux acteurs s'organisent aux échelles nationales, régionales et locales pour apporter des solutions de répit, pour informer, pour sensibiliser, pour encourager les aidants à prendre soin de leur santé. Ces initiatives peuvent être un peu éparses, ont un impact inégal et ces solutions sont parfois difficiles à identifier et à modéliser face à la complexité des parcours et à la diversité des situations. Donc, c'est dans ce contexte qu'AG2R La Mondiale en Aquitaine et en Centre-Ouest Atlantique et que le Gérontopole Nouvelle-Aquitaine ont conduit une étude panoramique un petit peu des politiques et des solutions innovantes à destination des aidants avant de lancer aujourd'hui un appel à manifestation d'intérêt aider les aidants en Nouvelle-Aquitaine. Excusez-moi. Donc c'est cette actualité qui nous réunit et je me réjouis du nombre important de participants et de participantes ce matin, qui ne fait que souligner l'importance de l'enjeu qui nous occupe durant ce webinaire. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Je remercie également AG2R qui est représenté aujourd'hui par Magali Doré et Gérald Blanchard qui financent cette démarche et qui, au-delà du financement, m'apporte à bras le corps le sujet de l'aide aux aidants de façon proactive. Je remercie aussi Olivier Frézet qui a gentiment accepté d'intervenir durant ce webinaire afin de nous proposer son regard singulier et sa hauteur de vue, si je puis dire, sur le sujet de l'aidance. Et je remercie enfin Aurore Paris qui est à mes côtés et qui met depuis près de 6 mois beaucoup d'énergie et d'intelligence dans ce projet. Alors merci à toutes et tous. Je vais donner la parole à Magali Doré et Gérald Blanchard. Donc, vous êtes tous deux responsables du développement des activités sociales chez AG2R, respectivement donc en Aquitaine et en Centre-Ouest Atlantique. AG2R finance cette démarche d'études et d'AMI afin d'aider les aidants en Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à vous engager dans ce projet avec le Gérontopole et en quoi cela vient rencontrer peut-être des priorités, des orientations prioritaires d'AG2R La Mondiale? Qui commence? C'est moi. Alors Allez-y. peut-être que, bon, d'abord bonjour à toutes et tous. Moi, je vais aller dans le sens de ce qui a été dit à l'instant par Raphaël. C'est vrai que c'est une belle réussite ce webinaire et ça montre tout l'intérêt que vous avez évidemment pour un sujet sur lequel vous travaillez au quotidien. Pour commencer, on va vous dresser un peu rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas G2R La Mondiale, un petit peu qui nous sommes. Mais rassurez-vous, hein, ça ne va pas être l'essentiel de cet échange, puisque l'important, c'est de parler de la thématique des aidants et de l'AMI qui nous rejoint, qui nous rassemble ce matin. Alors, quelques mots sur l'action sociale territoriale. On va passer la slide qui suit. Peut-être dire que AG2R est un partenaire de l'action sociale qui est engagé dans les territoires pour accompagner sur deux thématiques principales, c'est le bien vivre et le bien vieillir, mais avec des collaborateurs dédiés à cette activité sociale qui sont présents dans toute la France. Alors nous sommes avec Magali, que les deux aujourd'hui à être vus, mais vous avez des collaborateurs avec lesquels vous travaillez probablement tout au long de l'année. Où vous allez travailler avec, hein, puisque c'est aussi l'objectif, c'est pour nous de détecter à la fois des nouvelles structures et puis de nouveaux projets. Alors nos orientations, je vais rentrer un peu dans le détail, mais elles sont assez bien résumées dans cette première diapositive. C'est à la fois le bien vieillir, c'est la prévention santé, c'est l'aide aux aidants, on va en parler dans un instant, et c'est la fragilité sociale. Nous, alors on va poursuivre, c'est pas moi qui ai la main, c'est pour ça. Voilà. L'idée aussi, et c'est peut-être ce qui est important de dire, c'est que nous sommes une structure des territoires. Et pour nous, l'action sociale, c'est quelque chose d'assez historique. C'est un vrai axe de différenciation du groupe. Il y a très longtemps que le groupe est impliqué sur les enjeux qui sont liés au vieillissement. Et nous sommes un partenaire assez historique. Je suis persuadé sur les 200 qui sont réunis ce matin que vous avez déjà de près ou de loin travaillé avec nous.
Voilà. Alors, nous, on agit, c'est important de le dire aussi, hein, dans le cadre des orientations qui sont fixées euh, par la GIRC Arco, orientation prioritaire que je vais vous montrer dans un instant. On a une autre action sociale qui existe dans les groupes de protection sociale, c'est la prévoyance. Je ne vais pas trop en parler ce soir. Et puis, l'idée, je vous dis, c'est notre proximité, c'est notre implication dans les territoires. Et je le dis, hein, nous ne sommes pas simplement que des financeurs, nous sommes des partenaires de l'action sociale. Et c'est quelque chose sur lequel je crois avec Magali, que nous partageons avec Magali. C'est-à-dire qu'on ne vient pas nous voir simplement pour financer un projet, on vient vers nous pour accompagner un projet et pour être acteur de cet accompagnement. On va enchaîner. Euh, donc, quelques chiffres pour vous dire un peu comment on travaille, parce que nous avons aussi une partie, mais on n'en parlera pas trop ce matin, qui peut aussi concerner les aidants, c'est aussi notre action en matière d'aide individuelle, où nous avons un vrai accompagnement individuel pour nos bénéficiaires, et les chiffres parlent d'eux-mêmes en termes d'accompagnement. Et puis, ce qui est important, c'est plutôt la slide du côté droit, c'est l'action sociale collective, c'est 1 millier de partenaires, acteurs de l'économie sociale et solidaire sur l'ensemble de la France. C'est près de 100 millions d'euros de dotation financière, à la fois en Agir Carco, c'est la retraite, et en prévoyance. Et je le dis donc, c'est 183 collaborateurs qui sont dédiés partout en France, et pas simplement qu'à Paris, qui sont dédiés partout en France. On enchaîne. Les axes prioritaires, pour que tout le monde les ait bien à l'esprit, nos orientations prioritaires, c'est un premier axe qui est agir pour vivre une retraite qui soit sereine et accompagner l'avancée en âge. Et ensuite, un deuxième axe, on va rentrer un peu dans les détails, c'est accompagner les personnes en situation de fragilité, dont les aidants. Il faut le savoir, hein, ces orientations prioritaires, elles sont régulièrement réinterrogées. On a travaillé pendant un moment, par exemple, sur l'emploi. C'est plus le cas aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on s'est vraiment resserré sur 2 axes. L'idée, c'est de donner de la visibilité et de la lisibilité à notre action avec des axes clairement identifiés. On va enchaîner. Je crois que c'est la dernière slide pour rentrer un peu. Voilà un petit peu comment ça se décline. Alors, il y a un petit problème de mise en page, mais vous avez les orientations prioritaires. Ensuite, vous avez les thématiques sur lesquelles on travaille spécifiquement. Et puis après, vous avez une déclinaison qui vous permet de voir comment est-ce qu'on avance sur chaque axe. Je crois que l'axe qui est important pour le webinaire de ce matin, c'est accompagner les aidants et les personnes en situation de fragilité. C'est à la fois une mission d'information et d'accompagnement, c'est une mission aussi d'accès aux services, parce que c'est vrai que c'est une vraie problématique. C'est sensibiliser et développer aussi, c'est un rôle important qu'on essaye d'avoir dans les entreprises, parce que nous accompagnons aussi les aidants en entreprise. C'est aussi euh, proposer un accompagnement auprès des dirigeants, des DRH d'entreprise, aux salariés aidants. Et puis c'est l'objet un peu de cette matinée, c'est investir dans le développement des lieux de vie et de répit des aidants. Ça peut être un axe sur lequel on peut aussi avoir une action. Voilà en quelques mots. Je crois que ce qui est important maintenant, et je vais laisser la parole à l'intervenant suivant, c'est que nous puissions vous présenter un peu ce sur quoi on a travaillé depuis des mois et ce sur lequel on espère vous allez adhérer et puis nous faire des propositions de projets. Voilà, Magali, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter. J'ai essayé d'être le plus rapide, le plus concis en peu de temps, parce qu'on a 1 heure, donc il ne fallait pas que ce soit trop long quand même. Merci. Ouais. Merci Gérald. Oui, bah alors moi je vais simplement en fait introduire l'intervention d'Olivier Frézé. Alors Olivier est directeur d'Homecare Aidance Dépendance Autonomie à la Fondation Bagatelle à Bordeaux. Il est aussi administrateur du Gérontopole et il a gentiment accepté de venir en tant qu'expert sur le sujet de l'aidance aujourd'hui. C'est un des papes avec Jean Buisson de l'aidance en France, donc on a beaucoup de chance, mais c'est aussi on parlait tout à l'heure effectivement, Gérald parlait de partenaires. C'est un véritable partenaire pour nous sur les territoires puisque nous travaillons ensemble sur le développement de son équipe pluridisciplinaire, hein, le HAL et VER, les couples aidants aidés au domicile. Donc nous sommes partenaires de ce projet au titre de l'action sociale territoriale. Et puis, Olivier, avec Jean Buisson, ont beaucoup alimenté le travail que nous avons fait l'année dernière avec la chaire Terre ESS de Sciences Po Bordeaux sur la responsabilité territoriale des entreprises au niveau des aidants salariés, parce que c'est aussi un vrai sujet.
J'espère que dans le cadre de l'AMI, on aura effectivement des solutions pour pouvoir entrer plus facilement dans les entreprises, parce que c'est aujourd'hui un vrai enjeu auquel on a effectivement très humblement des difficultés à répondre. Voilà, donc juste pour vous illustrer qu'Olivier est un expert, mais c'est aussi un de nos partenaires au quotidien et au long cours sur les danses. Donc je vais me taire et lui laisser la parole. Bonjour à tous. Merci beaucoup déjà pour ce webinaire, cet AMI, le nombre de participants, parce qu'on voit que c'est quand même assez énorme. Votre invitation au niveau du Gérontopole et la G2R et la super introduction de Magali. J'espère que je vais être à la hauteur. Je veux juste reprendre avec vous des mots, ou en tout cas des notions que vous partagez sur le terrain de toute façon, que vous actez et ouvrir des perspectives. Juste rappeler que pour nous, quand on parle de politique de la santé, c'est de devoir partir de la personne dans son habité chez elle et de l'aidant. Pour moi, c'est absolument indispensable. Je vous propose dans les 15 petites minutes, 3 temps. Revenir d'abord sur la notion d'aidance, ensuite décortiquer rapidement les 3 états principaux que nous avons théorisés avec Jean Bouisson depuis maintenant à peu près 10 ans, et enfin des perspectives via la Fondation Bagatelle. L'aidance, tout d'abord, est un vieux mot de notre culture. Ça relève du XIIIe, ça a été affiné ensuite au XVIe siècle. Donc c'est bien un mot français. Au fil du temps, son périmètre de sens a évolué, désignant celui qui aide, celui qui est aidé, le lien qui les unit, la forme et les moyens de l'aide, les différents acteurs qu'elle met en jeu, aussi bien au niveau du droit que de la médecine, les ressources disponibles et leur organisation, ainsi que les remèdes possibles. On voit vraiment tout un système. On peut dire que l'aidance est une partie spécialisée du care concernant le lien aidant-aidé, dans son sens écologique, son histoire, sa dynamique d'acteur, son contexte, son environnement. L'aidance relèverait du cadre, le care relèverait plutôt d'un processus. L'efficience du care gagne à s'aligner en fonction des différents états d'aidance que nous verrons tout à l'heure. L'aidance, c'est quoi? C'est aussi, et vous le savez fort justement, un emboîtement d'environnements physiques et de contextes variés. On s'est vu et on se voit comme aidant, quelquefois avec de la souffrance reconnue, un soulagement, un droit au répit, ou pas du tout. On ne se reconnaît pas du tout là-dedans. Stigmatisation, indignation, refus. L'aidance renvoie aussi à la question du lien, c'est-à-dire le ciment, l'amour, aux interactions singulières et diverses, aux histoires qui évoluent au fil du temps. On se spécifie au niveau de Bordeaux par rapport à cette définition de l'aidance. Bordeaux, ça fait partie de l'Aquitaine. Donc ça veut dire qu'on est porteur au niveau de l'Aquitaine de cette évolution et de ce nom singulier. Et surtout, on l'ajoute un A majuscule. On fait la distinction entre l'aidance et l'aidant. L'aidance, on se situe plutôt au niveau d'une superposition de toutes les configurations particulières des solidarités du bien-être et de la santé et d'un effacement de leur caractère individuel. Et quand nous parlons d'aidance, avec un petit a, nous nous situons au contraire au niveau de ces configurations particulières. Donc d'un côté, un décalage, une vision un petit peu élargie, de l'autre, le terrain réel et comme on le fait avec l'enfance et l'enfant. Mais nous ne cessons de le rappeler depuis plus d'une dizaine d'années avec Jean Bouisson. Attention, il n'y a pas d'aidants sans aider, sans considération pour la dyade qui les rassemble et plus précisément pour le lien qui les unit, saisi dans son écologie propre. Déjà, Rigaud, en 2009, le rappelait, 2009, et elle spécifiait, guillemets, de l'aidant, ce que nous apprenons, c'est uniquement ce qu'il fait, les tâches qu'il accomplit, dans une perspective très instrumentale. En creux, ce qui transparaît, c'est une façon de penser l'activité de l'aidant comme étant à sens unique, lui étant identifié au pôle actif de la dyade aidant-aidé, l'aider au pôle passif. Donc je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête et bien faire attention que quand on travaille, c'est pour ça qu'on insiste sur les liens entre l'aidant et l'aidé. Les différents états, dans un deuxième temps, les différents états de l'aidance. 3 principaux. Mais on va commencer déjà parce que nous, on pourrait appeler avec Jean l'aidance naturelle. L'aidance naturelle, c'est quoi? Ben, c'est le quotidien, c'est la vie ordinaire, les relations qui s'établissent habituellement entre parents, enfants, amis, réseaux sociaux, mais aussi tout ce qui participe
à une gestion simple et sans heurts de nos inévitables et nécessaires dépendances. Mais c'est un processus mouvant, changeant, etc. Commence à apparaître une antéaidance, ce qu'on appelle, nous, premier état, l'antéaidance naturelle. C'est un petit peu le domaine de la prévention. C'est l'ouverture d'un champ d'inquiétude relatif au bien-être et à la santé des siens. Ce sont juste des petites ondelettes d'inquiétude. C'est par exemple la question, mon parent est à 300 km, que va-t-il se passer s'il chute? Inquiétude souvent intermittente et d'intensité variable relatif au bien-être et à la santé des siens. Petit à petit, on gagne vers une antéaidance spécialisée. Projection un petit peu plus en avant, plus anxieuse dans un avenir incertain, quant à un décès ou une maladie grave, annoncée ou pressentie, d'un proche et qui nécessite de penser à des dispositions ultérieures. On glisse petit à petit vers une aide ponctuelle, des courses, des repas, aller à la pharmacie, organiser et coordonner tous les rendez-vous, etc. Puis on évolue vers le coucher, vers le lever, etc. On évolue vers, deuxième état, après l'antéaidance, les dents spécialisées. Là, on est dans les mains, dans le cambouis. On est effectivement avec ceux dont on le voit avec les différentes études, à 4 à 6 heures par jour, etc. Et là, effectivement, on commence à aborder la notion de répit, etc., etc. Autre état très important et qui commence à se développer, notamment sur nous, un territoire qui est très proche de Bordeaux. Il y a tout un travail qui est fait par rapport à ce troisième état qui est la post-aidance. Post-aidance, ce sont les conséquences psychologiques d'une rupture réelle ou anticipée du lien entre l'aidant et l'aidé, un sentiment de vide, un sentiment de solitude. Une post-aidance effective. Tout est fini suite à un décès, mais pas dans la tête de l'aidant. Comment continue-t-il à vivre, lui, ce lien-là? Une post-aidance anticipée. Je sais que ça va finir pour moi, mais que va devenir l'aidé? Là, c'est pour les parents d'enfants en situation de handicap. Extrême. Il va pourrir là, il va mourir. J'ai passé la main. Mais que devient notre lien? On s'engage là dans un travail lien. Institutionnel, post-aidance institutionnelle. Les professionnels ont pris le relais. Et moi, qu'est-ce que je deviens? On retrouve ces différents états dans tous les champs, que ce soit par rapport à la personne âgée, que ce soit par rapport à la personne en situation de handicap, que ce soit par rapport aux parents s'occupant d'enfants en situation de handicap, que ce soit, Magali le rappelait tout à l'heure, par rapport aux salariés aidants, et que ce soit par rapport aux jeunes aidants. Avec tout ça, nous pensons que nous sommes tous des aidants potentiels, que nous vivons tous des alternances entre des moments où nous sommes aidants, des moments où nous sommes aidés. Si on faisait le tour de tous autour de la visio, on verrait très bien que tous dans notre vie, on a connu ces alternances-là. Donc tous, nous pouvons nous retrouver dans les instants d'après, en situation d'aidance, et même quelquefois plusieurs aidances en simultané. Par exemple, enfant en situation de handicap, je suis le parent d'un enfant en situation de handicap, mais en même temps, j'ai mon parent âgé dont je dois m'occuper. Avec tout ça, j'aborde le troisième temps, la question des perspectives. La Maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle, comme le rappelaient Magali et Raphaël, est totalement investie dans le champ de l'aidance depuis les années 2009-2010. Nous avions participé tout d'abord à la formation du technicien coordonnateur de l'aide psychosociale aux aidants en 2010 au niveau de l'Université de Bordeaux. Celle-ci s'est arrêtée en 2021 et là, nous reprenons, nous sommes co-responsables du diplôme universitaire qui vient juste de se créer, toujours pareil au niveau de l'Université de Bordeaux, aide psychosociale à l'aidant. Nous intervenons au niveau d'équipes pluridisciplinaires, comme il a été dit, et ce depuis 2014, pour soutenir les aidants. Dans les semaines à venir, la Maison de santé protestante Bordeaux-Bagatelle va se doter d'un observatoire de l'aidance. Je pense fondamentalement que c'est le moment de fédérer, de continuer à contextualiser, de témoigner d'actions diverses. Le webinaire en témoigne. Ambition de croiser les regards, expérimenter et co-construire des solutions innovantes, l'AMI, adaptées à la diversité des situations d'aidance. Un lieu, quelque part, de réflexion, de partage, d'innovation, répondant aux besoins des aidants et des aidés par des actions concrètes et impactantes. Nouer des fils, créer des passerelles, croiser des mots, tisser ensemble les habits de nos nouveaux chemins. Reliance, tout simplement, que l'on retrouve derrière. Mais pour relier, il lui faut des concepts, des mots. C'est ce que nous avons fait avec Jean Bouisson quand nous avons
édité en 2023 l'abécédaire des sentinelles de l'aidance, pour justement commencer à accaparer certains mots, que ce soit les passerelles, que ce soit l'aidance, que ce soit effectivement l'articulation, etc., etc. Nous allons sortir un livre qui va sortir en avril, donc avril-mai, les danses dans tous ses états. Jeu de mots, les danses dans tous ses états, ben, elle en a marre, les danses, qu'on ne la considère que de la façon de l'aidant, et non pas les liens, comme je disais tout à l'heure, et en même temps, la possibilité de reprendre les différents états que je nommais précédemment. Et surtout, les danses, comment elles pénètrent dans la sphère du soin. Pour ce faire, nous avions travaillé au niveau du SIAD de Bagatelle par rapport à la question des danses sur les danses spécialisées. Et nous avons eu la chance d'avoir deux SIAD qui sont intervenus donc, dans des chapitres du livre. Un avec Éric Fortanet, qui est directeur d'un SIAD sur les Pyrénées-Atlantiques, et l'autre avec Angela Chabroulet sur un SIAD en Creuse. Et je trouvais intéressant, l'un travaillant sur l'anté-aidance, un des états, l'autre sur la post-aidance. Nous allons continuer à écrire des actions, etc. Et l'année prochaine, un prochain livre sera sur le territoire. Nous avons déjà accroché sur le territoire qui nous est proche avec Villeneuve-d'Ornon, mais nous sommes ouverts à toutes les expérimentations, etc. Pourquoi? Parce que on est dans un vivier quand même impressionnant, et on le verra par le retour du Gérontopole par rapport aux différentes initiatives, des actions énormes qui agissent dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes prêts à porter ces évolutions autour de la question de l'aidance avec tous, parce que ça se porte tous ensemble, et continuer à défricher cette terre plus ou moins inconnue du territoire de l'aidance, de continuer à relier la pratique concrète et le théorique. C'est grâce aux expérimentations du domicile et de l'accompagnement des aidants que nous arrivons à contextualiser. En fait, nous voudrions au niveau de Bagatelle constituer une sorte de mycélium, c'est-à-dire qu'il y a une tour qui recentre tout ça, mais hop, qui se dispatche sur le terrain et qui remonte, etc. Un lieu possible aussi de formation, sensibilisation par rapport aux questions de l'aidance pour les professionnels, mais aussi pour les personnes lambda. Un lieu de conférence tout court, un lieu de croisement, un lieu tiers, un lieu où les gens puissent se rencontrer et où puisse y avoir un accompagnement aussi individuel. N'oublions pas, tout part du terrain, tout part de vous, tout part de nous, et aussi d'institutionnels, comme on peut le voir autour de ce webinaire, qui sont prêts à nous aider. Il est temps d'oser, de bouger les lignes, de bricoler au sens noble d'Edgar Morin, de jeter les dés, de faire des paris sur l'avenir. N'attendons pas. Comme quand survient un accident, on regarde toujours les yeux vers le haut, parce qu'on pense que les secours viennent d'en haut. Non, ils viennent d'en bas. Donc ils viennent de nous. Et il faut absolument faire miroiter un éclair de lumière dans les mots. Les mots ont leur importance. N'oublions pas que nous partons de l'infiniment ordinaire, et je m'arrêterai là-dessus, sur cette citation de Leclésio, l'infiniment ordinaire qui n'est pas un paysage grandiose, non, 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 en rien. Ce n'est rien du tout en vérité, juste un morceau d'une rue sans nom. Vous remercions. Merci beaucoup Olivier pour ces éléments contextuels hyper intéressants hein, sur l'anté-danse, les danses spécialisées, la post-danse et sur cette présentation qui illustre bien aussi les nombreuses perspectives à venir et le dynamisme aussi des territoires en Nouvelle-Aquitaine sur le sujet des aidants, avec notamment l'Observatoire de l'aidance que tu as présenté. On a beaucoup de projets aujourd'hui qui voient le jour et qui se construisent et c'est justement cette diversité de projets qu'on a voulu comprendre dans le cadre de cette démarche étude AMI. Il est temps donc à présent pour Aurore et moi de vous présenter le premier volet de ce travail avec donc cette étude, un panorama des politiques publiques et des solutions innovantes à destination des aidants. Parce que pour construire un AMI qui ait du sens et qui réponde à des besoins de territoire, on a souhaité vraiment réaliser ce travail qui n'a pas encore été vraiment conduit en Nouvelle-Aquitaine jusqu'à présent. Il y a beaucoup de projets, comme on le disait, à destination des aidants qui sont développés et on voulait essayer de comprendre leur nature, de voir à quels besoins ils répondaient en repartant des besoins et à chercher à les catégoriser, à les cartographier également pour identifier catégorie par catégorie de projet comment les besoins étaient couverts sur le territoire. Donc c'est le volet principal de l'étude qui s'appuie sur une enquête par questionnaire qui a été conduite de mai à juillet 2024. Et on souhaitait également resituer ces projets dans leur contexte politique en analysant les priorités des acteurs départementaux et régionaux en matière d'aide aux aidants. Et donc, c'est le premier volet que je vais vous présenter et qui s'appuie sur l'analyse d'un corpus de documents de planification, donc schéma régional de santé côté ARS, la feuille de route santé du conseil régional et l'ensemble des schémas départementaux de l'autonomie. Au niveau de ces politiques publiques,
L'idée donc, c'était de contextualiser les solutions qu'on allait repérer par la suite en nous demandant bah, est-ce que ces solutions, elles s'insèrent dans des priorités en termes de politique publique? Et à l'inverse, est-ce qu'on a défini dans le cadre de cette démarche des priorités en matière d'aide aux aidants qui soient encore peu investies par les politiques publiques? Donc en termes de méthode, on a appliqué une grille d'analyse standardisée aux documents de planification qui ont été étudiés. Et en termes de politique régionale, donc pour commencer le propos, et en tant qu'enjeu bah, sanitaire et médico-social majeur, les aidants font l'objet d'une place importante au sein du projet régional de santé de l'ARS qui a été actualisé en 2023. Donc les objectifs stratégiques sont notamment le meilleur repérage et l'accompagnement et la formation des aidants, et aussi le renforcement et la diversification des solutions de répit pour les proches aidants. La politique globale de l'ARS à la lecture du schéma régional de santé bah, est assez globale en termes de parcours de l'aidant, avec un fort axe consacré donc quand même au répit. Donc plus sur les dents spécialisées que sur l'antéaidance, si je resitue sur les concepts utilisés par Olivier, avec un focus intéressant sur les problématiques de recours à l'offre. On sait que c'est un enjeu important, que créer des places de répit, ça ne suffit pas. Il y a tout un tas de freins psychologiques, de freins en termes de mobilité, de démarches administratives, etc., qui vont gêner les personnes à accéder à l'offre. Donc il y a tout un focus là-dessus. Pour déployer concrètement sa politique en faveur des aidants, l'ARS s'appuie largement sur les plateformes d'accompagnement et de répit. Il y en a 24 en Nouvelle-Aquitaine, il y en a 2 par département. Elle déploie de nombreuses actions, ces plateformes, des actions d'information, d'écoute, de relais, de repérage des besoins, des prestations de répit, d'activités de bien-être, à destination des aidants, mais aussi à destination du couple aidant-aidé, et aussi des actions dites de formation et même des séjours vacances. L'ARS a élargi peu à peu même le champ d'intervention de ces PFR, de ces plateformes de répit. À l'origine, elles étaient concentrées sur les aidants de personnes atteintes de maladies neuroévolutives. Et ce champ a été élargi dès 2023 avec une ouverture au champ des aidants de personnes atteintes de cancer. Et à partir de cette année, avec un appel à candidature pour la création de PFR qui soit spécialisé sur le champ du handicap. En plus de la politique de l'ARS, euh, donc slide suivant, pardon. Oh oui, voilà. Si on a une petite singularité en Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'on a une feuille de route santé émanant du conseil régional qui adopte dans une perspective très large l'idée que la santé, c'est des soins, bien sûr, mais que finalement, cette partie soins, c'est que 20% de la bonne santé d'une population et que pour les 80 autres pourcents, bah, c'est finalement les conditions dans lesquelles cette population va naître, va vivre et va travailler. Et donc, à ce titre, le conseil régional intervient dans son champ de compétences sur beaucoup d'aspects qui peuvent impacter de près ou de loin la santé. Donc, ils ont développé une politique transversale qu'ils ont appelée One Health, donc une seule santé dans toutes les politiques, enfin qu'ils ont appelé, c'est un concept connu, mais qui se sont appropriés, qu'ils ont traduit en politique publique. Avec donc bah, cette approche d'interdépendance entre santé humaine, santé environnementale et santé animale. La question des aidants est assez ponctuelle dans cette politique, elle n'est pas du tout centrale, mais elle existe et c'est assez intéressant de le noter à travers deux aspects. Un aspect sur l'inclusion numérique, hein, favoriser l'inclusion numérique des aidants dans une logique d'accélérer la santé numérique. Et un aspect qui, pour le coup, est assez, enfin, se retrouve assez peu dans les autres documents politiques étudiés au niveau des départements et de l'ARS, c'est la question des aidants salariés, dont ont parlé nos intervenants jusqu'à présent, aider les aidants salariés au sein des entreprises. Donc c'est un axe qui est évoqué. Que retenir finalement donc, de cette politique régionale? Donc une certaine complémentarité hein, entre l'approche globale One Health développée par le conseil régional et l'approche, on va dire, plus sanitaire, mais vraiment en termes de parcours de l'aidant développé par l'ARS, et puis vraiment avec une offre, un maillage des PFR harmonisé et une offre de répit qui est développée sur l'ensemble des territoires. Les axes majeurs de l'aide aux aidants dans ces politiques régionales, c'est donc le répit, la logique de parcours et l'innovation. Et les enjeux émergents, donc, comme on en a parlé, c'est la question des aidants salariés et la paire aidance. Et enfin, pour finir avec ce panorama des politiques publiques, un focus sur les politiques départementales. Donc c'est là où on a essayé d'appliquer une grille d'analyse à l'ensemble des politiques départementales, dont là je ne vous montre qu'une partie un peu synthétique et globale pour ne pas y consacrer trop de temps. Donc la thématique des aidants revêt presque naturellement un niveau de priorité qui est globalement fort pour tous les conseils départementaux.
la plupart du temps, les aidants font l'objet d'un axe prioritaire qui est clairement énoncé et même de plusieurs actions qui leur sont clairement dédiées. Ces actions relèvent le plus souvent de deux dimensions. La dimension information et accompagnement des aidants au sens large, d'une part, et le développement de l'offre de répit, d'autre part. Et dans les deux cas, voilà, on a de nombreuses subtilités qui existent. Les textes s'accordent globalement sur l'importance majeure que revêt l'enjeu du repérage des aidants. Bon, ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Euh, mais donnent une priorité assez inégale à la question de la formation et du soutien psychologique. Donc voilà, c'est pas tout, tous les départements ne se ressemblent pas au niveau des priorités politiques qui, qu'ils associent au niveau du parcours de l'aidant, à quel moment on intervient, comment, etc. Les notions de père aidance ou de ciblage des aidants actifs, qui étaient des enjeux émergents au niveau de la politique régionale, pour le coup, au niveau départemental, sont assez peu développées dans les textes. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des actions qui sont soutenues et développées par les conseils départementaux, mais dans les textes, c'est assez développé. Après, comme on disait, c'est des enjeux émergents et les schémas de l'autonomie, voilà, le temps des politiques publiques, ce n'est pas forcément le même que celui des projets. Les schémas de l'autonomie, c'est des schémas qui sont élaborés pour une durée de 5 ans. Donc, si on compte la période d'élaboration, ça fait parfois 6 ou 7 ans. Donc, il y a des schémas qui peuvent être aussi assez anciens et où on n'a pas les mêmes enjeux qui ressortent en fonction de l'origine, de la date d'origine de ces différents schémas. Et en ce qui concerne le répit, les conseils départementaux souhaitent tous développer et améliorer l'offre de répit, avoir plus de place, développer des formes de répit qui soient plus souples, potentiellement itinérants, potentiellement au domicile, etc. Tous ne prennent pas en compte la question des freins au recours au répit, mais pas mal le font. Et enfin, la communication et la lisibilité de l'offre, hein, comprendre où est l'offre, à quoi elle sert, comment y faire appel, etc. Tout ça fait l'objet d'un consensus et se retrouve dans l'ensemble des schémas départementaux. Je ne détaille pas davantage cette partie sur les politiques. Vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble des schémas et des textes étudiés dans l'étude. Et je laisse donc à présent la parole à Aurore qui va vous présenter le panorama des solutions innovantes et les tentatives voilà, de typologie, modélisation qu'on a pu faire et qui nous permettra de confronter finalement cette analyse des priorités et des politiques aux réalités des projets de terrain. Donc Aurore, à toi de jouer. Oui, merci Raphaël. Donc sur le panorama des solutions innovantes à destination des aidants, donc comme tu l'as mentionné en début de présentation, Raphaël, cette cartographie, elle s'appuie sur une enquête par questionnaire qui a été relayée largement en Nouvelle-Aquitaine grâce à la participation notamment de certains d'entre vous qui nous écoutez. Et donc, pour commencer, donc ce panorama il s'articule en fait entre trois parties. On a une première partie qui concerne les données de cadrage, donc issues de cette enquête. Une deuxième partie où là, on vous présentera les typologies de projets en réponse aux besoins des aidants qu'on a pu construire. Et puis, en troisième partie, plutôt une modélisation des initiatives innovantes qu'on a pu mettre en place. Donc, pour commencer sur ces données de cadrage, l'enquête, elle a permis d'identifier 160 projets à destination des aidants en Nouvelle-Aquitaine qui sont portés par 125 structures différentes. Et donc, parmi ces structures, pour plus de la moitié de l'échantillon, il s'agit d'associations ou de groupements. On a ensuite, dans les deux statuts juridiques les plus représentés, les institutions publiques et les collectivités, et enfin les entreprises, entreprises privées lucratives et entreprises du champ de l'économie sociale et solidaire. Au niveau de l'implantation géographique de ces structures, elles sont majoritairement donc implantées en Gironde, dans les Pyrénées-Atlantiques, en Charente, Charente-Maritime, également dans les Deux-Sèvres et Haute-Vienne, tandis que du côté des départements plus ruraux, Creuse, Lot-et-Garonne, Corrèze, on recense moins de projets. Et concernant l'échelle de déploiement de ces projets, plus de 3/4 donc, sont déployés soit à l'échelle locale, soit à l'échelle départementale. L'échelle régionale et l'échelle nationale sont moins représentées. En termes de niveau de maturité de ces solutions identifiées, donc il y a 3 niveaux qui avaient été prédéfinis dans l'enquête.
Donc une phase de faisabilité, là où le projet donc, est à l'état d'idée, structuré ou à consolider. Mais on cherche plutôt à savoir si le projet est techniquement réalisable. Une phase d'amorçage qui concerne donc une phase de prototypage, de test de l'idée confrontée aux besoins des usagers. Et enfin, une phase de développement. C'est une phase au cours de laquelle le projet a déjà fait ses preuves et il est à présent temps de le pérenniser, de le généraliser. Et donc, c'est cette phase de développement qui est la plus représentée par les projets qui ont été recensés par le biais de l'enquête, puisque ça constitue 68% de ces derniers. Au niveau géographique, comment ça s'illustre? En fait, on a identifié que les départements dans lesquels on identifie le moins de solutions à destination des aidants, eh bien, ces solutions, elles sont plutôt en phase de développement, tandis que dans les départements dans lesquels on identifie le plus de solutions, bah, ces solutions sont plutôt à des phases de faisabilité, d'amorçage. En termes d'évaluation des projets, donc une partie de l'enquête était vraiment concentrée sur l'évaluation de ces projets et des résultats qu'ils ont pu produire. Donc là, on a pu extraire de l'analyse en fait du questionnaire, enfin des réponses au questionnaire, 3 niveaux de réponse. Donc un premier niveau qui correspond en fait aux projets qui ont fait déjà l'objet d'une évaluation et qui ont pu nous communiquer certains de leurs résultats, donc qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs. Donc ça concerne un peu plus de la moitié des projets, parmi les projets qui ont pu nous répondre en fait à cette question. On a un deuxième niveau de réponse donc, qui concerne les projets qui ont fait l'objet d'une évaluation, mais qui nous ont pas apporté en fait ces éléments chiffrés ou plus qualitatifs. Parfois, ils ont juste indiqué les indicateurs qu'ils ont utilisés pour réaliser l'évaluation. Donc, ça concerne 18% des projets. Et enfin, un troisième niveau, donc là, il s'agit des projets qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation. Et ça comprend notamment donc, les projets en phase de faisabilité. Et en comptant, si on rajoute en fait à cette proportion, donc 29%, le taux de non-réponse à cette question, donc on a 38% de projets sur lesquels on n'a pas du tout d'informations quant à la production de résultats en fait. Sur les modèles économiques sur lesquels s'appuient ces projets, la plupart, donc on a identifié 7 sources de financement différentes, donc qui s'affichent à l'écran, donc subventions, autofinancement, les dons, la facturation, les adhésions, cotisations et les abonnements. On a identifié que pour la plupart des projets, ils ont au moins 2 sources en fait, de financement différentes, sachant que 2 tiers des projets bénéficient de subventions qui sont plus ou moins pérennes et qui émanent principalement des acteurs qui sont cités ici sur la slide, donc l'ARS, les collectivités, la conférence des financeurs, des fonds privés ou des fonds de complémentaires et protection sociale, donc notamment AG2R. Et ensuite, dans la facturation de services et la vente ou la location de dispositifs constitue la deuxième source de financement de ces projets. Et ça concerne en particulier donc, les entreprises, mais pas seulement, puisque pour toute prestation publique, il peut y avoir en fait un reste à charge. Donc voilà pour le panorama un peu des modèles économiques des solutions identifiées, sachant que de nombreux projets restent en recherche en fait de financement, soit parce qu'ils ne bénéficient pas de financement pérenne, soit parce qu'ils sont encore en phase de faisabilité ou d'idéation en fait. Sur les objectifs spécifiques qui sont visés par ces projets recensés par le biais de l'enquête, donc dans l'enquête, il y avait 12 objectifs spécifiques qui avaient été déjà prédéfinis en fait. Et ces objectifs, donc je ne vais peut-être pas tous les lister vu qu'ils s'affichent à l'écran, mais ils retracent toutes les étapes du parcours de l'aidant, allant du repérage, la reconnaissance, à la sensibilisation, au bien-être ou au répit de l'aidant. Et également, ils abordent le sujet des aidants salariés. Donc, les objectifs spécifiques qui ont été les plus représentés
ou visés par les projets qui ont été recensés. Ce sont donc les objectifs de bien-être des aidants avec tout ce qui va viser les activités sportives ou culturelles, les événements, la détente, le développement de l'information à destination des aidants et la favorisation de l'accès à des services dédiés, qui leur sont dédiés, et le soutien psychosocial. Quant aux objectifs qui sont les moins investis, on retrouve en fait le sujet des objectifs qui visent les salariés aidants, donc notamment là, proposer un accompagnement auprès des dirigeants ou des DRH d'entreprises dédiés aux salariés aidants. C'est un objectif qui est assez peu visé par les projets recensés. Également sur le sujet du développement de lieux de vie et de répit pour les aidants. Donc je reviendrai dessus ensuite lors de la présentation des thématiques qui sont visées par le biais du cahier des charges de l'AMI. En bref, dans l'étude, on a également essayé de cartographier ces objectifs et de leur répartition au niveau géographique, en fait, sur tous les territoires de la Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, vous pouvez le retrouver, vous le retrouverez dans l'étude. Mais juste un mot, par exemple, sur l'accompagnement des salariés aidants. C'est dans le département du Lot-et-Garonne qu'on retrouve en fait cet objectif dans le top 3 des objectifs visés par les projets qui sont portés par des structures qui sont dans le Lot-et-Garonne. Donc c'est le seul département en fait où cet objectif fait partie du top 3, quoi. Donc ça, c'était la première partie sur les données de cadrage issues de l'enquête. Et donc pour mettre un peu en évidence tous les types de projets qui ont été recensés par le biais de l'enquête, on a fait le choix d'une méthode en fait, d'élaboration de typologie des solutions innovantes qui permettent de répondre aux besoins qu'on a identifiés, qui sont les besoins des aidants en fait. Et donc, cette méthodologie, elle s'est établie en 3 étapes, globalement. Donc, une première étape où les projets qui ont été recensés ont été regroupés par famille de besoins. Donc, ces besoins, on en a identifié 7. Donc, le répit, l'écoute et le soutien, l'activité, les ateliers de bien-être, l'information, sensibilisation, l'aide humaine et non humaine, l'habitat et la coopération territoriale. Et au sein de chacun de ces besoins, on a pu identifier des types de projets qui permettent de répondre à ces besoins. Donc, par exemple, pour le répit, on a identifié que pour répondre à ces besoins de répit, on avait du répit en établissement qui pouvait être proposé, des passerelles, du répit hors du domicile et du répit à domicile. Dans un second temps, on a essayé de créer et d'attribuer en fait des étiquettes transversales à chaque typologie de projet qu'on a pu identifier. Ça permet en fait de caractériser ces typologies. Donc là, il y en a 8. Donc à chaque fois, on peut savoir s'il s'agit d'un accompagnement individuel, d'un accompagnement collectif, si c'est à domicile, dans un espace dédié, si c'est une solution itinérante ou si c'est dans un lieu ressource, si ça concerne la diade aidant-aidé ou les aidants actifs. Et enfin, pour chaque fiche typologie, donc les typologies, il y en a 20, on a le nombre de projets qui ont été recensés par le biais de l'enquête, la description donc, de cette typologie, l'implantation géographique des principales des structures qui portent ce type de projet, et enfin les étiquettes transversales du coup qu'on retrouve sur chaque fiche. Donc pour illustrer un petit peu la présentation de cette méthodologie, on a choisi de vous présenter juste 2 fiches typologie qui répondent à des besoins différents. Donc cette fiche ici, elle présente donc un type de solution qui répond aux besoins de répit des aidants. Et donc il s'agit des passerelles. Donc les projets passerelles, ils visent à accompagner les aidants et les aider dans une transition progressive vers les solutions de répit plus durables, en s'appuyant sur des rencontres avec des professionnels pour synthétiser. Et donc sur cette fiche-là, on voit que par le biais de notre enquête, on a identifié 2 projets qui sont des projets de passerelle en Nouvelle-Aquitaine. On voit leur implantation géographique sur la Nouvelle-Aquitaine. On a aussi nos étiquettes transversales qui nous permettent de caractériser ce type de projet. Donc il s'agit d'un accompagnement individuel qui peut être fait à domicile.
Et on a en bas un petit bandeau qui nous permet de dire quand même que cette enquête, elle n'est pas non plus exhaustive et qu'en effet, il y a des projets de passerelles qui sont identifiés qui existent en Gironde, mais que par le biais de notre enquête, elles n'ont pas pu être identifiées. Donc voilà comment se matérialise un peu la fiche typologie. Et puis, pour un deuxième exemple, donc ça c'était plutôt, je viens de vous présenter une typologie qui est assez peu représentée finalement parmi tous les projets qu'on a pu recenser. Et là, cette deuxième fiche, donc c'est une fiche qui présente les projets types d'activités de bien-être. Ces projets d'activités de bien-être, ils permettent de répondre aux besoins de l'aidant, d'avoir de l'activité, de faire des ateliers de bien-être, en fait, qui voilà, vont venir permettre à l'aidant une certaine détente et un certain répit. Ces activités, elles sont nombreuses. On en a identifié 40 par le biais de l'enquête. Mais on sait plus largement qu'il en existe beaucoup, bien qu'elles ne soient pas toujours innovantes. Donc voilà, il s'agit d'une typologie qui est très représentée, notamment en Gironde, et un peu moins dans les départements plus ruraux, par exemple en Dordogne, en Haute-et-Garonne, Creuse, voilà, Corrèze. Donc pareil, cette fiche typologie, comme la précédente, à chaque fois, on a le nombre de projets, les étiquettes transversales qui sont associées, l'implantation des structures sur la Nouvelle-Aquitaine et une description du projet. Donc, pour rappel, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation de la méthodologie, on en a identifié 20 répartis entre 7 besoins différents. Donc, pour basculer sur l'AMI, donc en effet, il fait suite à la réalisation de cette étude cartographique. Et donc, l'objectif de cette AMI, c'est de pouvoir apporter des réponses concrètes et donc innovantes en matière d'aide aux aidants, et en soutenant donc des projets qui sont déjà existants dans ce cadre. Et donc, de cette étude est née la volonté de cibler en fait des objectifs qui sont plus précis que le sujet général de l'aide aux aidants. Donc, il y a 3 thématiques qui ont été identifiées du côté donc AJ2R Aquitaine et AJ2R Centre-Ouest Atlantique, donc qui constituent le socle commun. Donc, ces 3 thématiques sont les suivantes. Donc, mieux identifier les aidants, qu'ils soient jeunes, salariés ou retraités, afin de faciliter leur information et leur orientation vers des actions individuelles ou collectives. Favoriser le bien vivre des aidants en garantissant de bonnes conditions de maintien à domicile. Sachant que je rappelle, pour faire le lien avec l'étude, que les solutions concernant le domicile, c'est que 36 solutions identifiées sur les 160. Et enfin, un accompagnement plus global donc, de la diade aidant-aidé. Et pareil, par le biais de ces étiquettes transversales que je vous présentais tout à l'heure, on a identifié que les projets qui accompagnaient la diade sont au nombre de 33 sur 160, donc c'est assez peu. Et ensuite, donc, des focus sont réalisés en fait en fonction des territoires. Donc, sur le territoire Centre-Ouest Atlantique, il s'agit plutôt du sujet de prioriser, donc qui est contourner les freins d'accès à l'offre de répit, et en particulier pour les aidants actifs, tout en gardant un focus sur apporter des réponses en fait en contexte rural. Le but là, c'est de répondre à un besoin d'équité territoriale en fait, et de favoriser l'émergence de solutions adaptées à cette typologie de territoire. Et sur le focus Aquitaine, donc là, on a un focus qui est fait sur la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle. Donc là, pareil, la thématique est quand même assez axée sur les aidants actifs, sachant que je ne l'ai peut-être pas dit en présentant les résultats de l'étude, mais l'aide aux aidants actifs, parmi les solutions qu'on a représentées, qu'on vous a présentées, qu'on a identifiées par le biais de l'enquête, c'est seulement 7% des projets. Donc, c'est voilà. Et je compléterai sur l'Aquitaine le point supplémentaire peut-être qu'il faudra rajouter. Effectivement, apporter des réponses en contexte rural, ça fait aussi partie des focus sur les 2 territoires, puisque la majorité de notre territoire sur les 5 départements de l'Aquitaine est rural. Et j'en profite aussi, effectivement, vous l'avez bien dit, cette AMI est à destination des solutions qui sont déjà en action sur les territoires, même à petite échelle, hein.
En revanche, si aujourd'hui vous avez des solutions qui sont des solutions sur papier et qui vous semblent pertinentes par rapport aux orientations prioritaires que nous vous avons présentées, dans ce cas-là, moi, je vous invite à nous contacter directement. Donc, moi, sur les 5 départements de l'Aquitaine et Gérald sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est peut-être des projets qu'on pourra vous aider à développer dans le cadre de l'action sociale, mais en dehors de l'AMI. Merci Magali. Du coup, je passe à qui peut candidater. Donc, les candidats peuvent répondre donc soit seuls, soit en consortium. Tous les statuts juridiques peuvent être accompagnés, sauf les entreprises privées lucratives hors champ de l'économie sociale et solidaire. Du côté des degrés de maturité des projets, donc ce sont les phases d'amorçage et les phases de développement qui sont ciblées. Tout projet en phase d'idéation en fait ne pourra pas être sélectionné. Et enfin, le projet doit reposer sur un argumentaire robuste et apporter des réponses concrètes en matière d'aide aux aidants. Donc Raphaël, je te passe la parole peut-être pour les pourquoi candidater. Oui, exactement. Les lauréats de cette AMI, finalement, pourront bénéficier d'un accompagnement en ingénierie qui sera sur mesure, hein, et qui sera susceptible de pouvoir concourir en fonction des besoins des projets à plusieurs objectifs qui sont donc ceux affichés à l'écran. Donc, accélérer la phase de maturité du projet, hein, donc voilà, vous amener à concrétiser le projet, à lever les freins, à faciliter le déploiement du projet, à structurer aussi la méthode pour cette accélération, améliorer la performance et évaluer l'impact du projet et de la solution, hein. Donc, c'est souvent nécessaire pour atteindre une phase de développement qui soit mature. Expérimenter en usage réel le projet. Donc, le Gérontopole dispose d'une compétence robuste pour vous aider à monter des expérimentations. Donc, voilà, pour développer votre projet, souvent, il y a des phases ou des différents éléments de votre projet qui vont devoir être expérimentés. Et donc là, pour le montage du partenariat, des protocoles d'expérimentation, on peut vous aider. Monter et consolider le modèle économique également de votre projet pour passer d'une phase d'amorçage à une phase vraiment de développement qui soit plus affirmée. C'est souvent une étape nécessaire. Et après, des éléments pour vous mettre en relation aussi avec tous les acteurs compétents en Nouvelle-Aquitaine, en prenant appui notamment sur le large réseau du Gérontopole et d'AG2R, valoriser votre projet. Et là, peut-être qu'on passe à la slide d'après. Ces accompagnements sont un peu divisés en deux niveaux. Donc tous les lauréats bénéficieront de l'accompagnement en ingénierie que je viens de vous présenter. Et après, il y aura deux lauréats qui bénéficieront en plus d'une subvention pouvant aller jusqu'à 5 000 € pour les projets les plus prometteurs. Donc, je ne sais pas si Magali ou Gérald, vous voulez ajouter quelque chose sur cet aspect d'accompagnement. Mais Non, non, moi c'est clair. voilà, C'est clair, non. Non, c'est clair. super. Je passe du coup à comment candidater. Donc, dans un premier temps, c'est télécharger le dossier de candidature et le remplir. Donc, ce sera juste directement des champs modifiables en fait au sein d'un PDF. PDF du coup qui contient une présentation synthétique de la solution sous forme d'un tableau et qui permet d'avoir les principales caractéristiques de votre projet. C'est sur le site du Gérontopole, Aurore, hein. Oui, alors ça sera juste après, mais effectivement, on a après le QR code et le lien vers la page web en fait de l'AMI, où vous pouvez retrouver tous les éléments en fait. Et donc une présentation plus détaillée ensuite sous forme de réponse à 6 questions sur description de la solution, contexte, justification, caractère innovant de la solution, etc. Et donc, ces éléments, ils sont à transmettre par mail à donc, mon adresse mail qui s'affiche à l'écran avant le 5 mai 2025, donc à midi. Concernant la sélection des candidats, donc il y aura une première phase en fait de présélection par un jury qui est composé donc de l'équipe projet, donc Gérontopole Nouvelle-Aquitaine et AG2R Aquitaine et Centre-Ouest Atlantique. Donc le 12 mai 2025 pour Aquitaine et le 13 mai 2025 pour Centre-Ouest Atlantique. Et enfin le jury de sélection des lauréats, donc qui auront lieu le 19 mai
2025 pour Aquitaine et le 20 mai 2025 pour Centre-Ouest Atlantique, où donc là, les projets qui auront été sélectionnés, le but, ça sera d'avoir un pitch en présentiel pour présenter la solution innovante ou en visioconférence, donc face au jury qui sera composé normalement donc, des membres des commissions sociales d'AG2R, Agir Carco, de l'Aquitaine et de Centre-Ouest Atlantique et d'AG2R Prévoyance de Centre-Ouest Atlantique. En termes de calendrier, du coup, là, on a toutes les étapes qui s'affichent à partir du webinaire et jusqu'à la fin de ce projet en avril 2026. Donc, le 5 mai, la clôture des candidatures. À partir du 12 mai et 13 mai, donc les jurys de présélection. 19 et 20 mai, les auditions des finalistes et puis le jury de sélection donc, des lauréats. Et du 1er juin 2025 au 31 mars 2026, l'accompagnement donc, des lauréats. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me contacter, donc à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Et puis, pour retrouver ensuite tous les éléments, donc informations pour candidater, le lien vers la rediffusion du webinaire et le lien vers le cahier des charges et le dossier de candidature de l'AMI, hop, vous avez le petit QR code qui s'affiche à l'écran et le lien. Et puis, un lien vous sera adressé ensuite par mail, donc à la suite de ce webinaire. Voilà, donc le lien qui s'affiche à l'écran vous sera adressé pour avoir toutes les informations relatives à l'AMI. Il y a pas mal de personnes qui ont, merci Aurore, il y a pas mal de personnes qui ont posé la question, donc je le dis à tous les participants. Du moment que vous avez participé à ce webinaire, vous recevrez le support présentation qui vous a été projeté, ainsi que toutes les ressources, donc le lien vers l'étude pour la consulter et le lien donc vers la page web de l'AMI. Et c'est sur cette page web de l'AMI que vous pourrez télécharger tous les documents, donc le cahier des charges et le dossier de candidature. Donc le dossier de candidature, c'est un PDF directement modifiable avec des champs qu'on peut compléter. Donc vous pouvez télécharger les documents et nous les renvoyer. Voilà. Et vous aurez aussi la rediffusion de ce webinaire qui sera disponible sur ce site. Voilà, alors je ne sais pas si côté AG2R, vous voulez aussi... Voilà, j'espère que en tout cas, vous étiez nombreux. Vous êtes nombreux à avoir participé à cette AMI, donc on voit effectivement que le sujet est d'actualité. En tout cas, voilà, où on l'a vu sur le territoire, notre territoire est riche, vraiment riche de solutions. Donc on espère effectivement que vous serez nombreux à répondre à cette AMI pour les solutions qui existent déjà et à nous contacter directement pour les solutions que vous avez aussi imaginé de développer. En tout cas, voilà, sachez que voilà, nous sommes à l'écoute directement en prise avec le territoire et on espère pouvoir ensemble en fait vous accompagner dans le déploiement de ces beaux projets à destination de tous les aidants sur notre territoire. Voilà, et merci à Raphaël et à Aurore pour leur excellent travail. Comme d'habitude, je dirais. Voilà. Merci beaucoup et merci à tous et à toutes pour votre participation. Et les personnes à qui on n'a pas pu répondre dans le chat, on vous répond par mail en suivant. Merci beaucoup.